Salut mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette édition de 18h du journal télévisé de la santé et radio-télévision. Commençons cette session de formation par les échauffourées qui ont eu lieu au grand marché de Kinshasa. C'est mardi 9 juin. La population était en confrontation avec la police pour certains témoins. C'est une demande à l'endroit de l'autorité urbaine de Kinshasa par rapport à la levée du confinement et à la reprise des activités commerciales dans cet espace commercial le plus important que compte la capitale. Est-ce une demande en même temps de la population à l'endroit du chef de l'État pour la levée de l'état d'urgence sanitaire? Plusieurs analystes ont aussi bondi dans ce sens, comme le dit ces reportages. Doit-on vivre avec le coronavirus? Le chef de l'État doit-il procéder à la levée de l'état d'urgence sanitaire malgré l'évolution de la situation par rapport à la pandémie de la Covid-19? Tout un tas de questions qui se sont posées ce mardi 9 juin à l'issue des échauffourées qui ont eu lieu au grand marché de Kinshasa. Cet espace commercial le plus important de la capitale est resté fermé depuis plusieurs semaines sur décision du gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourtant, tout au départ, ce n'était que pour une durée de 2 semaines. Lorsque le déconfinement progressif s'est amorcé, le grand marché n'a pas été ouvert. Le gouverneur a annoncé qu'il profitait de la situation pour réhabiliter Zando, comme l'appellent les Kinois. Pourtant, la vie de plusieurs ménages à Kinshasa dépend des activités du grand marché. Devrait-on craindre ce qui s'est passé ce mardi? Visiblement, il n'y avait aucun signe précurseur. Qu'est-ce qui a fait déborder la vase? C'est la question qui se pose. Entre-temps, une foule nombreuse, identifiée aux vendeurs du grand marché, se sont livrés à un véritable affrontement avec la police. Leur objectif est simple, la réouverture du grand marché de Kinshasa. Ces désordres ont donné lieu à plusieurs dégâts matériels et humains. Quelle explication donner à cet événement? Autre chose à présent, mesdames et messieurs, c'est mardi 9 juin était riche en événements au cours de cette journée que l'annonce du décès de Pierre Nkurunziza, le président burundais, a eu lieu. Ces derniers est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Reportage. En Afrique centrale, un autre président vient de mourir en fonction. Il s'agit de Pierre Nkurunziza, le président burundais. Son décès a été annoncé ce mardi 9 juin par le gouvernement burundais. Pierre Nkurunziza est mort de suite d'une crise cardiaque après avoir ressenti un malaise samedi dernier. Ce dernier est arrivé au pouvoir en 2005 à l'âge de 40 ans. 15 ans après, à l'âge de 55 ans, il est décédé après avoir déjà trouvé un successeur dans son propre camp. Il a organisé les élections gagnées par ce dernier qui devrait lui succéder au mois d'août prochain. Pierre Nkurunziza a laissé son pays sans stabilité réelle et sous plusieurs formes de sanctions, dont celle du Fonds monétaire international. Ce manque de confort dans lequel il a plongé ce pays vient du fait qu'il s'est imposé pour un 3e mandat à la tête de son pays contre la volonté de la Constitution. Ceci avait entraîné une instabilité politique qui a occasionné la mort de plusieurs personnes. Ceci a occasionné la fuite de plusieurs personnes indésirables pour lui qui ont trouvé refuge au Rwanda. Élément à la base d'ailleurs des relations très tendues entre les deux pays. Le Rwanda qui a reçu des réfugiés politiques burundais accusé à son tour le Burundi d'être le fief des FDLR qui en veulent depuis plusieurs années au pouvoir de Paul Kagame. Les successeurs de Pierre Nkurunziza d'ailleurs avaient déjà pris l'engagement de tout mettre en œuvre en vue de normaliser ces relations entre les deux pays du centre de l'Afrique. Le Burundi a décrété un deuil national de 7 jours en vue d'honorer la mémoire de Pierre Nkurunziza. C'est lui qui a dirigé ces pays pendant 15 ans. La fin des violences policières et du racisme, c'est ce que les manifestants aux États-Unis et en Europe ont demandé aux autorités ce mardi 9 juin à l'occasion des derniers obsèques de George Floyd qui est décédé étranglé par un policier. Sa mise en terre est intervenue ce mardi 9 juin à l'issue d'un culte au cours duquel nombreux sont ceux qui ont exprimé leur indignation, notamment John Biden, candidat au présidentiel américaine prochaine. Cet événement n'est-il pas en même temps une véritable leçon à l'endroit des dirigeants africains par rapport à l'instauration de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique? C'est cette question que se pose ces reportages que nous vous proposons. Suivez.
L'attention du monde entier était tournée ce mardi 9 juin à Houston, à Texas, aux États-Unis. C'était à l'occasion des obsèques de George Floyd, ce noir américain, tué par étranglement par un policier. Rappelons que plusieurs manifestations ont eu lieu dans tous les coins des États-Unis en vue de manifester contre l'injustice raciale, ces mal qui gangrènent encore les États-Unis jusqu'aujourd'hui. À l'occasion de ces obsèques, ce mardi 9 juin, de manifestations se sont tenues dans plusieurs pays européens et d'Amérique à travers le monde en vue de pousser les autorités du monde entier à pouvoir mettre fin à cette situation qui perdure depuis plusieurs décennies. L'heure de la justice raciale est venue, se sont exclamées de nombreuses personnes, dont Joe Biden, candidat aux présidentielles prochaines aux États-Unis. Cette situation doit-elle s'ériger en véritable leçon pour la jeunesse africaine en général et celle de la République démocratique du Congo central et de Matadi en particulier, qui ne jure que sur le pays de l'oncle Sam et le vieux continent? Ceci ne devrait-il pas interpeller les autorités de cet espace du monde, l'Afrique, la RDC, le Congo central et Matadi, en vue de révolutionner la gestion de la chose publique, instaurer la bonne gouvernance, la justice distributive en vue de créer de l'équilibre, permettre à tout le monde de vivre décemment sur son propre sol et lui faire oublier d'aller chercher ailleurs, en Europe et aux États-Unis, où les jeunes filles et garçons travaillent pour que leur pays soit le plus fort? Pourquoi ne doit-on pas mettre les jeunes Congolais, les jeunes Africains, dans les conditions qui leur permettent de travailler aussi pour que leur pays soit fort et vivre ainsi de leur travail, oublier les rêves des réussites de la vie au bout de l'immigration? On est mieux que ce soit, dit-on. De nombreux jeunes Africains, Congolais et Matadiens, pourquoi pas, préfèrent subir des humiliations dans d'autres pays que de rester chez soi, simplement parce que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Ceux qui accèdent au pouvoir, ceux qui ont entre leurs mains la gestion de la chose publique, travaillent pour leurs propres intérêts ainsi que celui de leur famille. Ils se remplissent de poches sans penser un seul instant à la communauté. Ce qui fait que une toute petite minorité profite de potentialités que offre le pays et la plus grande majorité croupit dans la misère. Lorsqu'aux États-Unis et en Europe on crie à la justice raciale, il est temps qu'en Afrique que l'on crie à la bonne gouvernance. Parlons à présent, mesdames et messieurs, du procès Kamere qui reprend ce jeudi 11 juin. Le directeur de cabinet du chef de l'État sera-t-il condamné à l'issue de la plaidoirie qui sera entamée ce jeudi? La question demeure posée. Kispambou nous en parle. Le procès des 100 jours reprend ce jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Un procès public qui sera retransmis en direct sur la chaîne nationale à RTNC, qui met en cause le prévenu Vital Kamere, Jamal Sami et Jano Mouima, poursuivis dans une affaire criminelle pour détournement des deniers publics pour un montant allant jusqu'à 57 millions de dollars. La dernière audience le jeudi 4 juin était essentiellement consacré à l'audition des témoins. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à la gestion, sinon à la chaîne de dépenses, de fonds commis pour le plan d'urgence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que des renseignants qui, par leur information, ont éclairé la religion du tribunal qui statue sur cette affaire. Sans oublier les membres des familles et les proches collaborateurs des prévenus qui ont défilé tour à tour devant le tribunal. Ainsi, la 5e audience est consacrée pour la plaidoirie et les conseils des prévenus doivent affûter leurs armes car en finale, le tribunal va donner sa sentence. Dossier à suivre. Rendons-nous à présent au quartier Boncoin dans la commune de Nzanza où la population se pose la question de savoir à quand l'installation de l'éclairage public sur place car ils apprennent que dans d'autres avenues de Matadi, l'éclairage public est déjà opérationnel en bonne et due forme. Suivez. La question de l'éclairage public pose de sérieux problèmes au quartier Boncoin, non loin du stade Lumumba, dans la commune d'Mvouzi. La population se plaint du manque de l'éclairage dans leur quartier, alors que ce soit dans le bureau, sur les routes ou dans l'espace public, l'éclairage joue un rôle prépondérant au quotidien. C'est ainsi que la population appelle les autorités à une solution pouvant permettre à diminuer la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la ville.
ma zone mova kona na nzila nord mais mon en tout cas éclairage public ya mepesa kiese mingi na façon ya mitulo babalabala éclairage na babalabala mais bakarchan kaka bakina babalabala ve alors mono idée ya mbote muzona pesa na bafumu si ne bayina kila balabala ve batula baba projecteur neti ngeme monter na rompe Belvedere parce que nini ai baka pays bakuna bameka tula projecteur nene plus yake take kuna yake mbote bon beto mboso ko pena bon coin en tout cas yake beto lombe éclairage public parce que ba des autres ça m'a tout comme qui tombe et moi ba petit ai na consommation ba nini tango mutu kana qui tombe ande opérer bien mais tango éclairage public na bon kele. Bien que l'éclairage public est une consommation énergétique, mais c'est aussi un pôle important pour sécuriser la population et leurs biens. Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par une source d'eau à laquelle se provisionnent les habitants du quartier Kingoma. Son état fait poser beaucoup de questions. Les habitants de ce coin en appellent à un geste de bienfaisance de la part d'un homme de bonne volonté ou des autorités pour soigner cette source, la mettre dans de bonnes conditions en vue de permettre à la population de bénéficier d'une eau potable. L'avenue Kigoma dans la commune de Mvuzi, en plein cœur de Matadi, souffre d'une pénurie d'eau terrible. Et pour combler ce vide, la population du coin recourt à une source d'eau pour se ravitailler en eau potable. Mais les conditions sanitaires n'étant pas réunies sur ce site, cette source présente beaucoup de risques pour la population qui utilise cette eau pour tous leurs besoins domestiques. Voilà pourquoi la population appelle la régie des eaux à installer des pompes dans ces quartiers qui fait partie de la ville portière de Matadi. Et les autorités urbaines qui insistent beaucoup sur les mesures d'hygiène pour barrer la route au Covid-19 doivent aussi assurer la desserte en eau potable dans ces coins de Mvuzi, car d'autres maladies sont prévisibles à cause des mauvaises conditions d'hygiène de cette source. Dossier à suivre. Fin de cette page locale. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations loin des frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est juste l'essentiel qui nous intéresse et c'est dans un condensé que nous vous le proposons grâce à la réalisation de ce moment. Restriction des déplacements ou encore interdiction des événements publics. Pendant presque 3 mois, une grande partie de l'Europe était à l'arrêt. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Alors le confinement a-t-il été efficace? Oui, selon une étude britannique. En tout cas, il aurait permis d'éviter la mort de plus de 3 millions de personnes dans 11 pays européens. En France, par exemple, 690 000 vies auraient été sauvées. A contrario, certains pays comme la Suède ont fait un autre choix, ne pas confiner. Une stratégie qui semble être un échec. Le pays enregistre aujourd'hui un taux de mortalité record. 399 décès par million d'habitants à cause du coronavirus. C'est en moyenne 9 fois plus que la Norvège juste à côté, qui a imposé le confinement. L'Europe reste le continent le plus touché avec plus de 2 millions de cas et 183 000 morts. Une zone marécageuse située dans une région frontalière du Niger, du Tchad et du Cameroun. Dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, les violences attribuées à des groupes djihadistes sont en forte hausse. Ici, à Gadjigana, les terroristes ont mené une attaque au lance-roquettes. Selon la Croix-Rouge, au moins 25 personnes sont mortes. En mai, 4 autres attaques de ce type ont eu lieu dans l'État, attribuées à Boko Haram ou à une faction dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Signe que depuis leur divorce en 2016, les deux groupes sont engagés dans une lutte pour le contrôle de la région. Attaques contre des églises, vols de bétail et assassinats de chefs de village, face aux exactions, les milices populaires se sont mises en place. Les habitants accusent les autorités d'inaction. Cette base militaire a été pillée 6 fois depuis le mois de janvier. Le président Mouhamadou Bouhari a promis plus de moyens, mais au bout de 10 ans de conflit, les pays voisins qui avaient déployé des troupes en appui se désengagent, à l'image du Tchad en janvier dernier. Mesdames et messieurs, c'est ce qui marque la fin de ces journaux télévisés. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation accompagnée de l'équipe technique. D'ici là,
Portez-vous bien et bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.